Comment ils vont? Je ne reconnais plus la Formule 1, les gars. Vraiment. Ça fait un moment que je me retiens de faire cette vidéo, mais là, j'avoue, en ce début de saison, j'accroche pas. Genre, j'aime vraiment regarder les courses et tout, évidemment. Mais je sais pas, je vibre moins. Il y a comme un truc qui s'est cassé. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'au début, je pensais que c'était moi. Je me suis dit, voilà, nouvelle réglementation, nouvelle voiture, il faut laisser le temps. Parce que sur le papier, il y a des trucs intéressants. Plus de dépassements, une F1 un peu différente, des voitures qui se suivent mieux. Donc je me disais, ok, on va attendre, ça va passer. Mais plus les courses passent, plus je commence à voir les limites. Une F1 où l'énergie est plus importante que le pilotage, des pilotes obligés de gérer en permanence, des circuits mythiques où le challenge disparaît, des dépassements artificiels, quoi qu'on en dise. Et Suzuka a été un vrai déclencheur. Pas parce que ça a été un mauvais Grand Prix, hein. En soi, il s'est passé plus de choses que d'habitude, mais parce qu'on a vu l'impact de cette réglementation sur un tracé mythique dont le challenge a été largement réduit, qu'on en a vu aussi la limite sécuritaire, et puis surtout parce que peut-être pour la première fois avec cette force-là, les pilotes l'ont dit ouvertement. Alonso qui explique que le défi du circuit a disparu, Leclerc qui dit que c'est une de blague en qualif, Norris qui dit que ça lui fait mal de voir les voitures comme ça, Max qui explique que ça lui donne envie de quitter la F1. Tu vois ça, tu te dis ok, c'est pas juste moi. Parce que derrière cette réglementation, il y a un vrai problème. Un problème de sensation, un problème de spectacle, et même, on le sait maintenant, un problème de sécurité. La bonne nouvelle, les gars, et c'est le plus important, c'est qu'il semble que la F1 et la FIA l'aient compris. Ils savent que ça ne peut pas continuer comme ça, et ils ont déjà un plan. Un plan pour corriger tout ça rapidement. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette F1 2026 pose problème, ce qui fonctionne quand même, et surtout ce que la F1 va faire pour éviter que ça dérape complètement. Allez, on en parle. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de Slick Collections, les gars. Et là, j'ai un truc pour vous que vous allez kiffer. En fait, on fait des éditions limitées en collaboration avec une artiste pour certains Grands Prix de 2026. On en a fait un pour le Japon et il est encore disponible. Il était super demandé sur Instagram, je vous en avais pas encore parlé sur YouTube. Et voilà, il est dispo sur notre site en ce moment, plus pour longtemps. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Encore une fois, les exemplaires sont limités. Donc s'il vous plaît et que vous voulez vous l'offrir ou le régaler à un pote fan de motorsport et ou du Japon, je vous mets les liens en description. Évidemment, sur le site, il y a aussi toujours nos classiques, donc les designs que vous connaissez, Box, Hammer Time, It's Race Day, etc. Encore une fois, tout est dans la description. Les gars, on vise les 250 000 abonnés le plus rapidement possible. C'est gratuit, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Alors si tu veux nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et surtout, profite de la vidéo. Avant d'aller sur tout ce qui met la F1 en danger et les solutions envisagées par la FIA, je veux quand même dire un truc. Tout n'est pas noir, vraiment. Je pense que c'est important qu'avant d'aller plus loin, on parle de ce qui fonctionne. Et déjà, il y a les voitures. Franchement, niveau châssis, c'est réussi. Et ça, je peux vous le dire parce que je les ai vues en vrai sur 2 des 3 premiers Grands Prix. Elles sont plus petites, plus compactes, elles ont l'air beaucoup plus agiles et surtout, elles ont vraiment de la gueule. On est sorti de cet effet de sol qu'on avait depuis 2022 avec des voitures assez figées, rigides. Là, tu sens qu'avec beaucoup moins d'appui notamment, elles sont plus vivantes. Ça bouge un peu plus, c'est moins sur des rails, et visuellement, ça donne quand même l'impression que le pilote peut faire plus la différence. En tout cas, on les sent un peu plus en glisse, et ça, c'était un objectif. Autre point crucial, elles ont l'air de mieux se suivre. Et ça, vous le savez, avant, c'était un énorme problème. Le Dirty Air, il détruisait complètement les courses. Là, on a quand même l'impression que la FIA a réussi à trouver une bonne formule. Les pilotes peuvent rester plus proches plus longtemps, et forcément, ça crée des opportunités. Parce qu'il faut le dire, il y a des dépassements. Plus qu'avant. Alors on va en reparler plus tard parce qu'évidemment ils sont pas tous naturels, hein. Là-dessus on va être raccord, mais ça reste des dépassements. Et ça les gars, ça nous manquait. Parce que les dernières années, on va pas se mentir, c'était la sieste les courses. Des processions interminables, des trains DAS. Là enfin ça bouge un peu. Il y a des batailles, des phases où ça attaque, il y a du mouvement. Ça c'est quand même plus agréable à regarder. Il y a aussi un truc qui permet certaines choses, même si perso je suis pas raccord, c'est la gestion de l'énergie. Pareil, on va en reparler évidemment parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais ce que ça apporte, et ça on ne peut pas le nier, c'est de l'imprévisibilité. Les pilotes n'utilisent pas leur énergie au même moment, il y a des stratégies différentes qui sortent, des attaques qui arrivent un peu de partout, donc on a quand même la sensation que les courses sont moins figées. Et ça, je pense que c'est un point positif. Vous avez capté, j'essaye vraiment de voir le verre à moitié plein. L'idée, c'est de me faire un peu l'avocat du diable dans ce chapitre. Cette formule, c'est vraiment pas ce que je recherche pour la F1, mais je veux considérer ce qui est un petit peu positif avant d'aller sur ce qui fonctionne pas. Pour le coup, la dimension gestion de l'énergie ne fonctionne pas à mon sens, mais elle apporte une dimension d'imprévisibilité qui peut être amusante pour certains. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis il ne faut pas oublier un truc surtout les gars, c'est qu'on est dans un nouveau cycle. Nouvelle réglementation technique, nouveau moteur, et ça crée toujours du chaos. Il y a plus d'abandon, plus d'incertitude, des safety cars, donc forcément de l'action. En début de saison, c'est toujours un facteur qui rend les courses plus vivantes, et je vais être le dernier à m'en plaindre, je vais pas vous mentir. Donc voilà, faut être honnête, il y a des aspects sur lesquels la F1 2026, elle coche des cases. Le problème c'est qu'elle n'en coche pas assez, et qu'il y a vraiment des gros problèmes qui sont fondamentaux. Mais malgré tout ça, j'ai cette sensation bizarre dont je vous parlais dans l'intro. Et je veux vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis pas dedans.
Je sais pas, j'ai du mal à me sentir à fond, quoi, avec cette réglementation. Pourtant, j'étais sur place sur 2 des 3 premiers Grands Prix. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de me plaindre, c'était incroyable, j'ai adoré l'événement, mais en tant que fan, devant les courses, et là je parle devant vraiment la télé, là, l'écran, bah je sais pas, j'ai du mal à m'emballer. Et au début, je me suis dit que ça venait de moi. Je me suis dit, nouvelle ère, nouvelle voiture, faut s'habituer, ça va prendre un peu de temps. Et plus ça avance, plus je me rends compte que non, le problème il est réel. Parce que la F1, normalement, c'est quoi? Eh ben c'est le pinacle du sport automobile. C'est les meilleurs pilotes du monde qui roulent à fond, tout le temps. Les qualifs, ça doit être la limite absolue. Et en course, c'est celui qui freine plus tard, qui prend le plus de risques, qui va chercher la position. La F1, c'est pas celui qui gérera le mieux sa batterie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit. Sur ces 3 premiers Grands Prix, la gestion de l'énergie est plus importante que le pilotage. Les pilotes ne roulent plus librement, ils sont constamment en train de gérer. Gérer leur déploiement, gérer leur recharge, gérer leur consommation. En fait, ils sont bridés, et c'est pas moi qui le dis. C'est eux. Fernando Alonso, il l'a dit très clairement, le challenge a disparu. Charles Leclerc, il dit que les qualifs, c'est une blague. Il parle carrément de Mario Kart pour la course. Lando Norris dit que ça lui fait mal de piloter ses voitures. Max Verstappen, il dit que ses voitures peuvent lui donner envie de partir. On parle du meilleur pilote du monde. Le mec qui domine ce sport, enfin qui dominait, puisqu'il n'a plus le numéro 1, dit « j'ai envie de me barrer ». Et à partir de là, il n'y a plus débat, les gars. C'est fini. Quand tu as autant de pilotes, avec autant de titres, autant d'expériences qui disent la même chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et ce problème, il est assez simple à comprendre. Je pense que là, tout le monde a capté. C'est la place qu'a pris l'électrique dans cette réglementation. Aujourd'hui, on est sur un équilibre quasiment 50-50 entre thermique et électrique. Sur le papier, ça pouvait sembler intéressant puisque c'est ça qui attire les nouveaux entrants comme Ford, Cadillac, Honda et Audi. Mais dans la réalité, ça change complètement la nature de la F1. Toute la performance dépend de la batterie et ça va pas. Parce que les pilotes ne peuvent plus vraiment attaquer quand ils veulent. Ils doivent attendre, calculer, se retenir, et ça casse complètement le truc. En qualif, les gars, c'est chaud. Parce que la qualif, c'est censé être le moment le plus pur en F1. Un tour, à fond, sans réfléchir. Et là, ils doivent gérer, ils doivent penser à leur énergie, à leur déploiement. Et c'est ça qui fait que tu as des réactions comme celle de Leclerc qui dit que c'est une blague. Parce que ça devient absurde. J'ai vu passer une radio de Lewis, on lui demande d'être 15 à 20 km/h, je sais plus, moins rapide dans un virage pour améliorer son temps autour. On est en train de nous dire qu'aller vite dans un virage n'a plus d'incidence sur le chrono. C'est lunaire. Et en course, c'est le nez au milieu de la figure, les gars. Parce que oui, il y a des dépassements, mais soyons honnêtes, la plupart sont artificiels. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'un pilote est en déploiement total, l'autre en recharge, et puis ça s'inverse. Déploiement, recharge, déploiement, recharge, déploiement, recharge. Tu rajoutes à ça l'overtake qui arrive quand le pilote est à moins d'une seconde, qui donne un avantage assez intense quand même. Bah nous, devant notre écran, on ne comprend plus rien. On voit des datas, des jauges, on comprend que les mecs sont en train de recharger par exemple. On a du mal à lire tout ça, quoi. Et donc, j'en arrive au moment où je vous explique pourquoi on reconnaît vraiment plus la F1. C'est que en fait tout ça a explosé à Suzuka. Encore une fois, pas parce que c'est un mauvais Grand Prix, il s'est passé pas mal de trucs, je l'ai dit dans l'intro, mais parce que Suzuka c'est pas un circuit comme les autres, c'est un juge de paix, un circuit de pilote, un endroit où normalement ils font la différence, un tracé qui en général nous fait dire c'est des gladiateurs quand même ces mecs-là. Et ben là on a vu quoi? Un 130R qui ne ressemble plus à rien, un challenge global complètement réduit, des phases où les voitures perdent de la vitesse en pleine ligne droite à cause du clipping, du lift and coast horrible, et en fait un tracé qui est rendu presque banal quoi. Les gars, je parlais du clipping, c'est insupportable à regarder en fait. Ce truc-là là, alors que le mec il est à fond et tu le sais, c'est insupportable. Les gars, il faut quand même se rendre compte que la F1 évite de montrer les tours entiers en on-board. Donc là, on en est presque à un point où le produit est modifié pour cacher le problème. Le pire, c'est que Suzuka pose une question encore plus grande. Si un circuit comme ça est impacté, qu'est-ce qui va se passer ailleurs? À Spa, dans Pouhon, ça va être quoi? Ça va être ridicule. Et perso, j'ai pas du tout envie de voir ça. On est en train de toucher à l'ADN même de la F1. Et en vrai, j'ai pas peur de le dire, ça donne une publicité catastrophique pour le sport. Parce que là, tu montres ça à quelqu'un qui découvre la F1 et tu lui dis ça, c'est le pinacle du sport auto, bah, j'ai peur qu'il ne te croie pas. C'est un problème de sensation, de compréhension, de spectacle même, et potentiellement aussi un problème de sécurité. On est dans de beaux draps, messieurs dames. Parce que je l'ai dit, ça va beaucoup plus loin que juste le spectacle et le sport. Là, on parle de sécurité. Parce que depuis le début de cette réglementation, les pilotes en parlent, ça fait des semaines qu'ils alertent sur ces écarts de vitesse, sur ces situations bizarres, difficiles à lire, potentiellement dangereuses. En gros, ça fait des mois qu'ils expliquent que cette réglementation pourrait déclencher des accidents graves. Mais tant qu'il se passait rien, disons que ça restait des mots. Et puis le Japon est arrivé avec cet accident d'Oliver Berman. Un crash à plus de 50 G. Alors heureusement, il s'en sort avec des contusions, rien de grave, mais ce qui est important, c'est pas le crash en lui-même, c'est pourquoi il arrive. Berman, il arrive beaucoup plus vite que Colapinto à l'entrée de Spoon, il est en phase de déploiement, l'autre non. Il y a un différentiel énorme, difficile à anticiper, il doit l'éviter au dernier moment, il sort dans l'herbe et il tape fort. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans un premier temps, il ne s'agit pas d'une erreur de pilotage. Les commissaires n'ont rien reconnu d'un côté comme de l'autre. Non,
c'est un problème qui vient d'ailleurs. Le problème, c'est la vitesse de rapprochement entre les deux voitures. Le delta énorme entre la voiture de Berman qui déploie et celle de Colapinto qui recharge. Et le vrai truc ici, c'est que ce delta, il est devenu imprévisible. Impossible à anticiper parce qu'il change d'un virage à l'autre, d'une ligne droite à l'autre. Et ça a été dit et redit. Ayao Komatsu l'a dit, Andrea Stella l'a dit aussi, et les pilotes, à raison, ils n'ont pas mâché leur nom. Carlos Sainz, il a été très clair, il a dit que ce genre d'accident, il l'avait vu venir, que ça faisait plusieurs courses qu'ils alertaient là-dessus, donc probablement pendant les briefings. Du coup, encore une fois, le problème, c'est pas l'accident, les gars, c'est le fait qu'on aurait dû le prévoir. Donc là, on n'est plus dans un débat, on n'est plus dans un ressenti, on est dans une situation concrète où il y a eu un crash qui avait été prédit par les pilotes. C'est un problème structurel lié à la réglementation qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans un week-end de course. Et là où ça devient vraiment inquiétant, les gars, c'est quand on réfléchit au contexte. Parce que Suzuka, malgré tout, ça reste un circuit avec des dégagements, c'est pas le pire scénario. Comme le dit Sainz, imaginez Bakou, Vegas ou même Jeddah, avec des vitesses encore plus élevées, des murs beaucoup plus proches et beaucoup moins de marge, là potentiellement on parle pas de conclusion. On sait tous où ça peut mener en F1. Et là on est sur un sujet très sérieux et même fondamental, les gars, parce que la sécurité c'est la priorité. Après c'est vrai que si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire que c'est une bonne chose, je mets des guillemets, que ça soit arrivé dans ce timing-là. Je l'ai dit, à Suzuka, il y a du dégagement, la voiture a eu le temps de décélérer, Berman s'en est sorti, on a une course en 8 semaines là pour trouver des solutions. Finalement, c'est peut-être la meilleure configuration possible à partir du moment où on a identifié le problème. D'ailleurs, le plus important dans tout ça, c'est que la F1 et la FIA l'ont compris. Ce crash, c'est pas juste un fait de course, c'est un signal d'alarme, et c'est précisément pour ça qu'ils sont déjà en train de travailler sur des solutions, sur la sécurité et sur l'ensemble de la réglementation. La situation est plutôt très compliquée, les gars, même si pas dramatique, donc il faut trouver des solutions. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment pas de taper sur la F1 et sur la FIA pour le plaisir. Parce que si cette réglementation, elle existe, c'est qu'il y a une raison. Sur le papier, elle avait du sens, le marché auto a changé, l'électrification est partout, et la F1 voulait rester pertinente technologiquement tout en attirant des constructeurs. Et de ce point de vue-là, l'objectif, il est atteint. Audi est là, Ford s'implique, Cadillac arrive, Honda revient en tant que motoriste, sportivement et industriellement, c'est énorme. Mais le problème, c'est que tu peux attirer toutes les marques du monde, si derrière ton produit se dénature et que les fans décrochent, ça sert plus à rien. Et en vrai, il y a déjà quelques signaux inquiétants. Après Suzuka, Canal+ était à 404 000 téléspectateurs, soit moins 43% sur un an, donc par rapport à Suzuka 2025. DAZN en Espagne était à moins 49%, l'Autriche à moins 36% et l'Allemagne à moins 21%. Et que l'Italie qui était en hausse, mais bon, il y a Antonelli, Ferrari, tout ça. Alors ces baisses restent multifactorielles bien sûr, puisque c'était une course le matin, il y avait eu un changement d'heure, etc. Mais ça montre qu'il peut y avoir un problème d'adhésion. De notre côté, les gars, il faut le dire, on n'est qu'au début. 3 courses, c'est rien. À chaque nouveau règlement, surtout avec un nouveau moteur, tout le monde apprend, les équipes comprennent les usages, les pilotes adaptent leur conduite, les ingénieurs trouvent des fenêtres de performance. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que dans 10 courses, une partie de tout ce bazar serait lissée, qu'on se serait habitué et que ça irait. Évidemment. Le problème, c'est que ce qu'on voit là, ça dépasse la simple phase d'apprentissage. Parce que les 3 premières courses ont déjà montré le bon, le moyen et le très mauvais de cette nouvelle ère, et que dans le paddock, il y a aujourd'hui un consensus sur le fait que plusieurs sujets demandent des changements urgents. Une réunion de crise FIA, F1, équipe motoriste est d'ailleurs prévue le 9 avril, avec l'objectif de faire entrer des ajustements dès Miami le 3 mai. Et c'est là qu'il faut être précis encore une fois, et là, je me répète, je sais, le problème, c'est pas la voiture 2026 dans son ensemble. Le problème, il vient surtout de l'énorme poids pris par la gestion électrique dans la performance. D'ailleurs, le fameux 50-50 qu'on entend partout, c'est pas exactement 50-50, puisque l'équilibre réel, c'est plus 55-45, avec 400 kW venant du moteur thermique et 350 kW de la batterie. Le truc, c'est que là, tout le monde l'a compris, cette répartition, elle influence tellement le pilotage que ça n'a plus vraiment de sens et que la F1, elle sonne faux. La F1 et la FIA ont donc 3 grosses urgences. La première, c'est la sécurité, évidemment, après le crash de Berman. La deuxième, c'est de sauver les qualifs qui sont devenus un exercice de gestion électrique, alors qu'elle devrait être l'endroit le plus pur du sport. Et la troisième, c'est de réduire ces comportements bizarres visuellement, notamment la chute de vitesse énorme en fin de ligne droite qui peut aller jusqu'à 50 km/h et qui donne une image catastrophique de la discipline. En vrai, le lift and coast et le super clipping, c'est pas possible le samedi après-midi. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on envisage concrètement? La première piste, c'est de réduire la puissance maximale déployée par l'électrique. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est à 350 kW. L'idée discutée, c'est de descendre potentiellement jusqu'à 200 kW. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en brûlant moins de puissance d'un coup, on étale l'énergie sur une plus grande puissance de la ligne droite. Donc on évite ce gros pic au milieu de la pleine charge avec une voiture qui s'écroule ensuite. En clair, on lisse la courbe de performance et c'est très important parce que c'est exactement ce qui ruine à la fois la lisibilité et les qualifs. Deuxième piste, rendre le super clipping plus intéressant que le lift and coast. Aujourd'hui, quand une voiture recharge en étant plein gaz, elle est limitée à 250 kW de récupération, alors que le lift and coast peut aller jusqu'à 350 kW. Donc mécaniquement, les équipes ont intérêt à faire lever le pied au pilote. L'idée ici, ça serait donc d'aligner le super clipping à 350 kW pour que les voitures puissent davantage recharger sans ces phases très visibles où le pilote casse son nez.
Du coup, on ne verrait pas forcément plus de super clipping, on le rendrait juste plus puissant. Troisième solution, et peut-être la plus lourde pour 2026, réduire la quantité d'énergie récupérable par tour en qualif. Aujourd'hui, le plafond est de 9 mégajoules par tour sur beaucoup de circuits. À Suzuka, il a déjà été abaissé en urgence à 8 mégajoules. Et l'une des idées maintenant, c'est de descendre beaucoup plus bas, jusqu'à 6 mégajoules potentiellement. L'intérêt, c'est qu'avec une limite plus basse, les pilotes atteignent plus facilement le plafond de récupération et n'ont donc plus autant besoin de lever le pied ou de jouer avec ces séquences de recharge horribles. Le problème, et c'est vraiment un gros problème, c'est que du coup, ça rendrait les voitures plus lentes. A priori, un passage de 9 à 7 mégajoules pourrait coûter presque une seconde de tour, et si on descend à 6, la perte pourrait être plus du double. Donc là, on touche au vrai dilemme. Est-ce qu'on préfère des voitures plus lentes poussées à fond ou des voitures plus rapides mais qui sont conduites sur la retenue? Perso, je préfère largement qu'on pousse à fond. Vous me donnerez vos avis en commentaire. Et comme ça pose justement la question des voitures trop lentes, il y a une piste beaucoup plus, disons, originale qui est apparue. Elle concerne l'aéroactive. Aujourd'hui, le straight mode réduit la traînée de 25 à 40%, mais son activation est limitée à des zones définies par la FIA. L'idée discutée, c'est d'ouvrir beaucoup plus ça, voire de supprimer totalement la logique de zone en qualif pour permettre aux pilotes d'utiliser le straight mode bien plus librement. L'intérêt serait double, moins de traînée sur une grande partie du tour, donc moins de besoin d'énergie électrique, et des voitures qui gardent de la vitesse de manière plus naturelle. Par exemple, le 130R à Suzuka, dans cette logique, certaines équipes pourraient choisir un mode ouvert suffisamment chargé pour le passer sans refermer l'aileron, d'autres non. Là, tu redonnes aussi une dimension de choix technique et de pilotage, au lieu d'être juste menotté au déploiement. Après, encore une fois, il peut y avoir un gros sujet de sécurité ici, puisque vous connaissez les problèmes qu'on peut avoir quand on calibre mal la fermeture d'un aileron. Ça peut aussi être catastrophique. Ensuite, et c'est le sujet que tout le monde voit comme le remède de fond, redonner plus de poids au moteur thermique. En vrai, augmenter sa part réduirait fortement ses migraines de gestion électrique. Attention, tout à l'heure, je parlais de réduire l'importance de l'électrique. Là, je parle bien d'augmenter la part du thermique. En vrai, je pense que c'est ce qu'on aimerait tous voir, et vous allez comprendre que ça pose quelques problèmes. En fait, le moyen le plus simple pour faire ça, ça serait d'augmenter le débit de carburant. Le problème, c'est que ça coince pour 2026. Les moteurs ont été conçus autour du règlement actuel, donc toucher au débit de carburant tout de suite pourrait avoir un impact sur les composants internes et la fiabilité. En gros, sur le principe, ça plaît à tout le monde. Dans les faits, c'est sûrement trop tard pour 2026. Ça ressemble beaucoup plus à une vraie solution pour 2027 qu'à un correctif pour 2026. Ça aurait été beau, mais non. Et puis la dernière mesure qui pour moi est l'une des plus importantes, il y a une idée plus globale qui est de simplifier le règlement pour redonner plus d'importance aux pilotes et réduire la gestion. Ça, je pense aussi que c'est assez essentiel dans cette dimension. On est donc en train d'étudier ces possibilités au moment où je vous parle, et on se réunit très vite pour prendre des décisions. Donc voilà, je pense pas qu'il faille blâmer les instances de manière outrancière sur ce coup-là non plus. Elles ont voulu rendre la F1 plus moderne, plus pertinente pour les constructeurs, plus attractive industriellement. Le problème, c'est qu'elles ont un peu mal calibré les choses au niveau de l'électrique et qu'elles ont voulu changer beaucoup trop de choses d'un coup. Clairement, c'est un sacré couac quand même, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, la fenêtre, elle est assez claire. Il y a des ajustements possibles dès 2026 et la réunion de début avril est justement là pour ça. Après, si ces petits correctifs ne suffisent pas, il faudra aller sur des changements plus profonds pour 2027, notamment sur l'équilibre thermique électrique. Personnellement, je pense que ça sera une obligation. Ce que j'espère par contre, et en vrai j'y crois si on a une deadline pour 2027, c'est qu'ils vont réussir à sauver cette réglementation avant qu'elle n'aligne trop la Formule 1. Parce que corriger un règlement, c'est normal, mais corriger un règlement qui te fait perdre l'âme de ton sport, c'est vite. Dites-moi ce que vous pensez de ce début de saison en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!